Pendant que je vais donner la parole donc à Vincent Salomon, qui est donc la directrice, on appelle ça comme ça, ou la chef de service, ou la chef de pôle même de la cytopathologie à l'Institut Curie, en même temps René Hunin est à la fusion, je ne sais pas comment on doit appeler votre nouveau... Ça s'appelle l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, voilà, qui a un site à Paris et un site à Saint-Cloud. Et avant de donner la parole, je vous rappelle que la semaine prochaine, là vous êtes déjà en vacances scolaires, mais la semaine prochaine vous êtes encore en vacances scolaires, donc la semaine prochaine il n'y a pas de séance à l'Académie, et nous reprendrons nos séances le 7 mars. Anne Vincent, on t'écoute. Voilà, un très grand merci à Philippe Paré et Richard Villet de m'avoir invité à venir vous parler de l'anatomie et la cytologie pathologique au XXIe siècle, une discipline en pleine mutation. Alors le rôle du pathologiste, vous tous en tant que chirurgien, je pense que vous serez d'accord avec moi que nous allons analyser la morphologie depuis l'anatomie et la morphologie sous microscope, mais au jour d'aujourd'hui, ça va réellement de l'examen morphologique à l'examen moléculaire, et que notre métier est évidemment une spécialité médicale, donc que nous devons connaître les antécédents du patient, son histoire, l'histoire de la maladie, de façon à intégrer toutes les observations que nous accumulons depuis l'examen des pièces opératoires jusque sous le microscope pour poser un diagnostic. Et notre discipline a évolué au cours des 15 dernières années avec l'examen de prélèvements de plus en plus miniatures. Et vous savez bien maintenant que nous sommes amenés à poser des diagnostics sur des microbiopsies. Donc le pathologiste travaille à partir des prélèvements qui lui sont confiés soit par le radiologue, soit par vous autres chirurgiens. Nous transformons les pièces opératoires et les prélèvements frais en blocs de paraffine. Nous en cryopréservons également une partie dès que possible. Nous obtenons à partir des blocs en paraffine des coupes histologiques de 3 microns d'épaisseur. Ces coupes sont colorées par hématémyosine safran observées au microscope. Nous demandons des examens complémentaires à base d'immunohistochimie, d'hybridation in situ, mais également de plus en plus d'examens moléculaires. Les diagnostics que nous proposons sont discutés dans les réunions de concertation pluridisciplinaire et les données que nous fournissons aux collègues cliniciens sont des données diagnostiques, pronostiques et théranostiques, l'ensemble s'appuyant pour la plupart sur les classifications des tumeurs à partir de la classification OMS. Alors, on va essayer d'illustrer cette activité diagnostique pour les tumeurs primaires et les tumeurs secondaires, comment les pathologistes définissent le pronostic en s'intéressant aux cellules tumorales mais également au stroma tumoral, quels sont les arguments et les paramètres théranostiques que nous devons fournir et enfin les perspectives de la discipline. Alors commençons par les activités diagnostiques. Donc il est bien certain, et j'insiste vraiment sur l'importance de l'histoire des traitements en cours, des symptômes présentés par le patient qui sont vraiment indissociables de la démarche diagnostique, qui en fait, la démarche diagnostique du pathologiste, c'est exactement la même que celle que vous allez avoir lorsque vous allez examiner le corps de votre patient, que vous allez le recevoir, faire sa connaissance. Bon, évidemment, vous allez me dire, votre pièce opératoire ne parle pas beaucoup, ça c'est certain, mais néanmoins, on doit l'examiner avec nos mains, nos yeux, et aller jusqu'au plus petit. Donc la localisation anatomique des maladies, pour moi, elle est absolument essentielle et on y reviendra dans le cours de l'exposé. Et en fait, les rapports anatomiques avec les organes nobles qui entourent la lésion ou bien au sein même de l'organe malade a toute son importance pour poser le diagnostic d'une part et établir le pronostic ensuite. Enfin, les pathologistes, ils ont véritablement, avec les classifications OMS, des hypothèses diagnostiques qui sont proposées et on va les étayer avec des examens complémentaires que sont l'immunohistochimie. On a un panel d'anticorps utilisé au jour le jour. Dans mon laboratoire, on a 150 anticorps au choix pour documenter les différentes hypothèses diagnostiques que nous avons. Et puis on s'appuie effectivement sur des analyses moléculaires. Alors un petit exemple à propos des tumeurs rares du sein triple négatif de bas grade. Donc les tumeurs du sein, vous le savez probablement, plus de 30 entités ont été reconnues au cours des 15 à 20 dernières années. Certaines sont caractérisées par leur phénotype, récepteurs aux oestrogènes négatifs, progestérone négative, HER2 négative, donc elles sont intitulées triple négatives.
Certaines sont de bas grade, et alors ces entités-là sont marquées par une altération moléculaire qui leur sont propres et que nous devons rechercher pour finaliser et ponctuer le diagnostic, l'affirmer. Le carcinome sécrétoire présente une translocation des deux gènes ETV6 NTRK3, l'adénoïde kystique MIB et NF1B, et puis il y a une entité récemment décrite par des collègues américains de Boston et de New York, et puis mes grands amis Laurent Arnaud et Gaëtan Magrogan, le cancer papillaire à polarité inversée, qui lui est marqué par la présentation de mutations de 3 gènes, IDH2, PRUN2 et PIK3CA, pour dans plus de 60% des cas. Donc ces entités cancer du sein viennent être confortées après l'hypothèse diagnostique formulée au microscope par la mise en évidence de ces anomalies moléculaires. Mais ETV6-NTRK3, entendu, c'est une anomalie moléculaire spécifique du carcinome sécrétoire. Mais si nous prétendions vouloir faire de la médecine détachée de son anatomie, détachée de son histoire clinique, on pourrait se dire, ah ben voilà, ETV6-NTRK3 est le marqueur diagnostique. Mais malheureusement, cette anomalie moléculaire a beau être spécifique du carcinome sécrétoire infiltrant, elle est également identifiée dans certaines tumeurs que sont le néphrome mésoblastique ou le fibrosarcome infantile, qui n'ont absolument rien à voir avec le carcinome sécrétoire du sein. Autrement dit, je voudrais souligner cette petite anecdote le diagnostic repose bien sur l'intégration de la clinique, de la localisation anatomique et des altérations morphologiques. Un autre exemple qui, vraiment, depuis les 30 dernières années, a été absolument décoiffant, je trouve, sont les translocations qui impliquent le gène ALK. Alors, si on partait du principe qu'il ne fallait plus s'intéresser à l'anatomie et à la cytologie pathologique, eh bien, on pourrait dire que les translocations de ALK sont en soi-même des arguments diagnostiques. Mais on le sait bien, Georges Delsol et l'équipe des pathologistes toulousains, en repérant ce lymphome à grande cellule anaplasique qui surexprimait CD30 et qui présente cette translocation de ALK qui se recherche par immunohistochimie avec la translocation de ALK au niveau cytoplasmique et nucléaire, et bien cette translocation, on sait maintenant qu'elle est retrouvée dans une liste qui est probablement encore non exhaustive de cancers tout aussi différents que des cancers du poumon, des tumeurs myofibroblastiques inflammatoires et les lymphomes à grandes cellules anaplasiques. Alors évidemment, ça donne une fantastique opportunité de traiter ces patients avec des inhibiteurs de tyrosine kinase qui visent l'activation de cette kinase ALK. Un autre champ diagnostique qui repose de façon extraordinaire sur la biologie moléculaire, et on l'a un peu abordé ce matin, ce sont les tumeurs pédiatriques et les diagnostics de tumeurs à cellules rondes. La maison à laquelle j'appartiens, l'Institut Curie, est donc la maison qui a vu les chercheurs Olivier Delattre, Alain Orias et Madame Turcarel décrire la translocation des WING, la première translocation 11-22, aboutissant à une protéine chimérique de fusion exprimée dans une tumeur et étant l'événement oncogénique driver dans la tumeur des WING. Mais c'est vrai que sous le microscope, on nous donne une petite biopsie d'une tumeur à cellules rondes, et évidemment, ça peut être une tumeur des WING, mais il faut éliminer le neuroblastome, la tumeur desmoplasique à petites cellules rondes, le rhabdomyosarcome embryonnaire, un lymphome, un synovialoxarcome, etc. Et quand il s'agit d'un enfant, vous comprenez encore plus l'importance de la précision diagnostique. Eh bien, grâce à l'ingéniosité, le talent d'Olivier Delattre et de son équipe, et en particulier du docteur Gaël Pierron, qui est une ingénieure, enfin une postdoc PhD de bras droit d'Olivier Delattre, il y a eu une explosion qui a progressé au fur et à mesure des progrès technologiques pour l'analyse de ces tumeurs à cellules rondes. On est parti donc des cariotypes qu'analysait Alain Orias et Madame Turcarel sous le microscope, à maintenant la pratique de l'analyse du RNA sec extrait de ces tumeurs à cellules rondes pour poser le diagnostic des tumeurs pédiatriques à cellules rondes. Un autre exemple encore où la complémentarité entre l'anatomie-cytologie et la biologie moléculaire est absolument fantastique, c'est toute la biologie des sarcomes. Sylvie Bonvalot ce matin parlait des tumeurs BRG1 déficientes ou bien des gistes. Là, c'est un autre exemple, un liposarcome que j'ai eu à prendre en charge pour elle.
Le liposarcome est caractérisé soit par une amplification de M2, N2 et de CDK4, et ou d'ailleurs, là c'est un anticorps qui révèle l'amplification de CDK4 sous forme d'un marquage nucléaire, qui est donc extraordinairement spécifique du liposarcome bien différencié. Et il est vrai que sous le microscope, on a rarement la possibilité de mettre en évidence des lipoblastes et qu'on sera heureux de pouvoir s'aider d'une immunohistochimique spécifique et de compléter cela par un profil pangénomique. Là, on a extrait l'ADN d'un fragment cryopréservé de la tumeur et on a une hybridation qui va du chromosome 1 au chromosome XY avec la région sur le 12 de l'amplification de CDK4 ici qui est particulièrement bien mise en évidence. Mais le liposarcome, tout l'enjeu va être chirurgical et donc anatomique. Et donc en fait, l'aller-retour entre les caractéristiques moléculaires des tumeurs et la simple analyse fine de l'anatomie est, à mon sens, toute la beauté de la discipline que j'exerce. Et ici, vous avez donc une des pièces dont Sylvie Bonvalot a montré les pièces fermées ce matin. Donc elle nous envoie des résections de rétropéritoines assez volumineuses, qui vont quelquefois jusqu'à 85 ou 90 cm de grand axe. Elle les place, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, sur un liège avec des dessins et des repères anatomiques extraordinairement précieux. Et ensuite, il va falloir lui donner une cartographie de l'atteinte des organes nobles qu'elle a sacrifiés dans son geste opératoire, et puis, autant que possible, les limites d'exérèse. Donc ici, j'avais repéré que le rein était donc très enserré dans la tumeur, elle avait donc dû le réséquer, et il convenait de lui préciser si, oui ou non, le parenchyme rénal était ou non infiltré par le liposarcome bien différencié. Ici, on voit qu'il y a une capsule réactionnelle qui protège le parenchyme rénal, et donc il y a une bonne limite anatomique entre les deux lésions, enfin entre l'organe noble et la lésion. Donc ça, c'était des illustrations des outils qui sont à notre disposition pour poser des diagnostics les plus précis possibles, en gardant toujours un œil critique sur, oui, des altérations moléculaires sont spécifiques de certaines entités, mais replacées dans leur contexte pour donner le diagnostic exact. Maintenant, qu'en est-il du diagnostic de tumeurs secondaires? Alors ça, c'est l'exercice pour un pathologiste cancérologue, c'est vraiment le diagnostic délicat, mais intéressant par excellence. Comment faisons-nous pour redémêler les chevaux et vous donner une hypothèse d'origine primitive pour une tumeur secondaire? Déjà, quand il s'agit de métastases, et vous le savez dans cette ère de la médecine de précision, il est particulièrement important de prouver la métastase. Je suppose que, moi qui exerce depuis 25 ans, donc j'ai été l'élève de certains d'entre vous ici, en tout cas, nous avons vu considérablement évoluer les pratiques concernant la maladie métastatique. On ne se contente plus de voir apparaître un nodule pulmonaire ou un nodule hépatique et de dire « ah bah c'est une métastase ». Maintenant, il va falloir aller quand même le prouver, et entre autres pour proposer éventuellement des stratégies de traitement dits personnalisées ou ciblées. Donc, notre rôle de pathologiste vis-à-vis de la maladie secondaire, ça va être d'affirmer le diagnostic de malignité et ensuite d'essayer de trouver l'origine d'une tumeur secondaire. Et rien ne ressemble plus à une métastase que sa tumeur primaire. Vraiment, c'est comme deux gouttes d'eau. Et l'hétérogénéité intratumorale, les pathologistes, ils la connaissent depuis toujours, et on est particulièrement bien placé pour reconnaître qu'une tumeur secondaire dérive d'une tumeur primaire. Donc si on a l'histoire de la personne malade dans nos archives, c'est très simple, encore faut-il y penser. Tous les internes n'ont pas forcément le réflexe, et c'est notre devoir de leur enseigner ça. Il faut aller à la CAF, faire remonter les blocs et les lames de la lésion primaire pour comparer. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, on va essayer évidemment de retrouver des marqueurs biologiques théranostiques dans cette métastase. À titre d'exemple, dans les essais de médecine de précision, les premiers qui ont été publiés, donc moi j'étais la pathologiste entre guillemets de Christophe Le Tourneau, le professeur Le Tourneau qui est professeur de médecine de précision, on va dire ça comme ça, et des essais précoces à l'Institut Curie, a lancé l'essai Shiva 01, qui était un essai de médecine de précision randomisé. C'est le seul jusqu'à ce jour qui a été publié. Nous avons eu à analyser 716 biopsies de métastases, et bien tout de même, retenez que 11% d'entre elles n'étaient pas des biopsies de tumeurs et se révélaient être des lésions bénignes d'autre nature. Donc pour 11% des patients, soit 78 des patients, eh bien, il était indispensable, avant d'entreprendre une thérapie complexe, de prouver
qu'il ne s'agissait pas d'une métastase. Et puis, pour 15% d'autres patients, enfin 15,6% d'autres patients, le matériel tumoral biopsié était insuffisant. Enfin, le professeur Fabrice André à Gustave Roussy, qui a mené Saphir 01, puis maintenant qui mène Saphir 02, a rapporté que sur 407 biopsies de patientes atteintes de cancer du sein dit métastatique, 4 biopsies n'étaient pas tumorales. Et enfin, dans le PHRC ESOP, qui s'intéressait également au cancer du sein métastatique en première ligne, mené par le docteur Paul Cotu à l'Institut Curie, sur 117 biopsies, on avait également une biopsie qui n'était pas tumorale, donc qui révélait une lésion bénigne, ou bien un second cancer, un cancer de l'organe, soi-disant porteur d'une atteinte métastatique. Ensuite, les analyses immunohistochimiques et moléculaires qui nous aident à préciser l'origine primitive d'une lésion secondaire, quelles sont-elles? Alors je vais l'illustrer avec quelques cas cliniques qui, j'espère, vous intéresseront. On prend l'histoire d'une patiente de 51 ans qui, en 2003, a été traitée à l'Institut pour un carcinome infiltrant du sein, traité de façon conservatrice avec une combinaison de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, suivie d'une hormonothérapie pendant 5 ans. Pendant son traitement par hormonothérapie, elle a la malchance de récidiver et elle développe un nodule sur la cicatrice avec des métastases ganglionnaires homolatérales. Elle est traitée par mastectomie totale pour cette récidive du carcinome. Chimiothérapie à la suite de la mastectomie. En décembre 2016, elle développe des lésions pancréatiques et hépatiques hypermétaboliques pour lesquelles elle est adressée dans les centres de référence de la prise en charge des maladies pancréatiques. Et là vont être réalisés différents types d'examens, puis une ponction pancréatique est faite. Le diagnostic est un peu difficile à poser, mais le diagnostic de tumeur neuroendocrine de grade difficile à déterminer va être proposé et une chimiothérapie par Folfox est réalisée. Et puis, la patiente a finalement souhaité être prise en charge dans l'hôpital où elle avait été initialement traitée, et elle est revenue à Curie où, étant donné que le diagnostic avait été délicat à poser, une deuxième biopsie, cette fois hépatique, a été réalisée. Donc la biopsie hépatique montrait un tissu très fibreux dans lequel il y avait des nids de cellules carcinomateuses, peu différenciées, peu cohésives, mais on note une certaine monotonie à cette prolifération tumorale. À plus fort grandissement, on voit que les cellules sont atypiques, qu'elles ont des irrégularités nucléaires, qu'elles sont en petits nids. On pouvait se poser la question de savoir si c'était bien le carcinome neuroendocrine d'origine pancréatique pour lequel elle commençait sa prise en charge, ou bien, puisque nous avions la notion de son cancer du sein et la métastase d'un cancer d'un cancer mammaire primitif, pardon. Les pathologistes qui avaient eu à analyser la tumeur pancréatique n'avaient pas connaissance de son histoire clinique préalablement. Donc on a fait ressortir la lésion mammaire voici l'aspect qu'avait la tumeur du sein de 2003, donc des nids de cellules assez homogènes, séparés par des fines cloisons conjonctives. Nous nous sommes posé la question de savoir s'il y avait une différenciation neuroendocrine a posteriori, puisque la métastase ou la tumeur qu'elle présentait au niveau hépatique et pancréatique exprimait les marqueurs neuroendocrines. Et voici le profil donc de la biopsie hépatique, chromogranine négatif, synaptophysine positive, CD56 positif, un Ki67 largement supérieur à 10, récepteurs aux oestrogènes positifs, progestérone négatif, GATA3 positif, CK8-18 positif. La présence de l'expression des récepteurs aux oestrogènes de GATA3 et de la CK8-18 au niveau de cette lésion hépatique incite fortement à penser qu'il s'agit d'une tumeur du sein. Il a donc été décidé d'analyser le phénotype de la tumeur mammaire en recherchant l'expression des marqueurs neuroendocrines. Donc, à gauche, vous avez la biopsie hépatique de 2017, à droite, a posteriori, l'expression des marqueurs neuroendocrines qui nous ont permis de réconcilier l'ensemble de l'histoire. Et cette femme était donc atteinte d'une métastase, d'un carcinome mammaire de différenciation neuroendocrine, et ces métastases hépatiques et pancréatiques étaient les lésions qu'elle avait actuellement. Nous avons cherché à prouver encore plus finement cette filiation en faisant une CGH-arrêt du sein de 2003, de la biopsie hépatique de 2017, et évidemment à l'œil comme ça vous pourriez vous dire ah ben non mais ça ne se ressemble pas, donc il a fallu superposer les deux profils pangénomiques, en rose la lésion hépatique, en vert la lésion mammaire,
Et finalement, avec l'aide de Gaël Piron, nous avons pu montrer qu'il y avait en fait une superposition quasi parfaite avec acquisition d'altérations génomiques supplémentaires dans la lésion métastatique, mais on avait bien un profil immunohistochimique et des altérations génomiques identiques, et donc une filiation entre les tumeurs mammaires de 2003 et les lésions actuelles pancréatiques et hépatiques. Et d'ailleurs, j'attire aussi votre attention sur le fait que l'incidence des cancers du poumon augmente considérablement chez les femmes, mais que inviter tous les collègues pathologistes qui font du poumon à toujours se poser la question devant des tumeurs neuroendocrines du poumon chez les femmes, ont-elles eu un cancer du sein antérieurement? Je sais que quasiment tous les pneumologues à qui je fais cette suggestion me disent oui, absolument, nous avons des histoires comme ça de cet ordre. Donc je crois que vraiment c'est quelque chose qu'il faut qu'on connaisse bien. Donc le diagnostic était donc celui-là, métastase hépatite d'un carcinome mammaire neuroendocrine peu différencié. Une autre histoire de filiation qui j'espère va également vous intéresser, l'histoire d'une femme qui en 2005 a été traitée pour un adénocarcinome infiltrant du col de l'utérus, associé à des lésions de néoplasie intraépithéliale de grade 3, associées à HPV 18. Voici sa pièce de conisation. C'était des lésions glandulaires. En 2014, elle revient pour des douleurs abdominales et la découverte d'un kyste ovarien gauche. Le kyste est opéré et le diagnostic, en l'absence de connaissance de l'histoire, et le diagnostic posé est celui de cyste adénomucineux à la limite de la malignité de type intestinal. La patiente et le cas nous est adressé finalement pour avis, et nous nous sommes dit, allons comparer et rechercher des HPV dans la tumeur ovarienne. Si l'on montre la présence d'HPV dans la tumeur ovarienne, eh bien ça signera l'origine cervicale. C'était le cas, la lésion ovarienne était HPV 18, on avait donc une filiation entre les deux lésions. Il se trouve qu'en fait, toute cette histoire je l'ai faite a posteriori, puisqu'en 2015, elle a progressé sous forme d'une carcinose péritonéale, et c'est à ce moment-là qu'en fait on a eu l'ensemble du dossier qui nous a été soumis. Au niveau de l'ovaire droit, là, cette fois, il y avait un adénocarcinome kystique mucineux à différenciation intestinale, pour lequel on avait mis en évidence également de l'HPV 18. Là, le marqueur moléculaire extraordinairement puissant est l'HPV 18, qui nous a permis de filier les deux. Cette histoire était tellement frappante, en fait on a colligé 4 cas comme ça, le papier est soumis pour publication, parce que je trouve que là encore une fois, on connaît peu les localisations et les extensions intra-ovariennes d'adénocarcinome du col de l'utérus, et pourtant l'HPV 18 là est un marqueur moléculaire d'une fiabilité absolue pour prouver l'origine l'un de l'autre. Alors ça c'était les aspects diagnostiques et tous les outils que les pathologistes ont à leur disposition. Maintenant, qu'en est-il de la définition du pronostic ? On s'appuie bien sûr sur ce TNM, et dont on est tous très fiers, puisqu'il a été proposé par Pierre Denoy dans les années 50. Donc la taille, le N, les emboles sont des arguments forts quasiment dans toutes les localisations anatomiques pour définir le pronostic, mais ça s'est enrichi bien sûr de la présence de lymphocytes dans le stroma pour certaines localisations anatomiques et des marqueurs de prolifération. Dans le sein, c'est vraiment ces bons marqueurs que sont la taille, le grade, les ganglions et les emboles restent extraordinairement puissants pour séparer des patientes de groupes pronostiques extraordinairement différents à plus de 10 ans. On a des femmes qui ont un pronostic excellent et qui ont été guéries et traitées après chirurgie, radiothérapie, alors que d'autres font l'expérience d'une maladie redoutable. Dans le New England, en fin décembre, là, il y a eu un magnifique papier rapportant la valeur pronostique de la taille et du N à 20 ans après hormonothérapie pour plus de 3000 patientes. Et on voit vraiment la puissance du T et du N pour définir soit la survie sans rechute, en fait là c'est la survie sans rechute d'ailleurs, et la survie globale, pardon, pour la première courbe, avec cette maladie cancer du sein qui évidemment n'est pas très impressionnante comme ça dans la majorité des cas quand il s'agit de tumeurs luminales de petite taille, mais on voit que malheureusement les patientes peuvent avoir des taux de récidive qui montent jusqu'à 13%, y compris pour les tumeurs T1, N0 à plus de 20 ans. Donc Richard et moi savons que c'est malheureusement une maladie à très longue haleine. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut mieux prédire dès le démarrage le pronostic des patientes?
il a été proposé d'enrichir notre arsenal d'outils diagnostiques avec des signatures transcriptomiques. Eh bien, en fait, si on les compare, deux d'entre elles, Oncotype DX et PAM50, à la combinaison des marqueurs immunohistochimiques RO, RP, HER2, KI67, vous voyez que IHC4, ce sont les courbes vertes, la courbe rouge, c'est PAM50. Eh bien, après 5 ans d'hormonothérapie et entre 5 et 10 ans, les bons vieux paramètres histopronostiques ne font guère moins bien que les signatures moléculaires, qui, je vous le rappelle, ont un coût pour la société puisqu'elles coûtent 1 850 € et que leurs conditions d'indication sont très strictement surveillées, puisque ce référentiel des actes innovants hors nomenclature et les remboursements proposés par la DGOS sont extrêmement compliqués, et finalement ce sont les hôpitaux qui font trésorerie, puisque nous ne sommes remboursés que de 25% par an des dépenses faites l'année d'avant. Et donc, à plusieurs hôpitaux, dont Gustave Roussy et l'Institut Curie, et puis de nombreux autres hôpitaux, dont les bien connaissent, l'Institut Mutualisme Montsouris, etc., en Île-de-France, nous avons essayé de faire des référentiels pour limiter au maximum les prescriptions de ces tests transcriptomiques pronostiques, et on les réserve à toutes les traits jaunes, là, donc les tumeurs RH+, HER2- de plus de 1 cm de grade 1 qui ont des envahissements axillaires, ou bien celles de grade 2, T2 avec un KI67 élevé, ou bien encore les T3, T1C, L0, pour lesquels nous sommes autorisés à faire ces tests génomiques. Je soulignerai également que au moins 5 tests sont disponibles, mais lorsqu'ils ont été comparés dans l'étude Optima par l'équipe de Bartlett et collaborateurs, eh bien 39,4% de classification identique dans un même groupe de risque pour une même tumeur, une reproductibilité qui, je pense, prête à discussion et qui laisse rêveur sur quelle signature faut-il réellement choisir. Ensuite, cette comparaison entre les signatures pronostiques a été poursuivie, et le professeur Dosset a publié récemment la comparaison pour 818 patientes ménopausées atteintes de tumeurs RO positives, HER2 négatives, avec et sans envahissement ganglionnaire, et après hormonothérapie et traitées sans chimiothérapie. Ils ont comparé les 5 signatures pronostiques aux paramètres anatomocliniques classiques. Et en fait, la bonne nouvelle de ces signatures génomiques pronostiques était d'identifier des groupes de risque qui, à 10 ans, n'avaient que entre 3 et 6% de risque de rechute, et pour lesquels probablement on pouvait épargner l'utilisation d'une chimiothérapie. Mais souvenez-vous des courbes à 20 ans publiées récemment dans le New England, juste sur le T et le N. Eh bien, le coût de ces signatures mérite-t-il l'investissement de la société pour le rembourser, comparé à la simple information sur le T et sur le N? Je livre ça à votre sagesse. Alors, pour la définition du pronostic, les pathologistes ont à leur disposition également l'analyse du stroma. On sait que les tumeurs ont une extraordinaire hétérogénéité des cellules tumorales, mais également du stroma, qu'elles soient qualitatives, c'est-à-dire que le stroma il peut être lymphocytaire, scléreux, myofibroblastique, mais également, il y a, si on s'intéresse aux lymphocytes, plus ou moins de lymphocytes, et la densité des TIL, des tumeurs, des lymphocytes intratumoraux, est extraordinairement variée d'un type tumoral à l'autre. Si je prends l'exemple de la pathologie mammaire, on connaissait depuis les années 70 le cancer médulaire du sein, qui est une tumeur extrêmement molle, d'où son nom, et qui n'est qu'une curée de cellules tumorales accompagnée de cellules de l'immunité. Et si on les comparait en pronostic, leur pronostic était magnifiquement supérieur à celui des tumeurs d'autres natures. Donc actuellement, les TIL ont montré leur puissance pour aider à la définition du pronostic pour les cancers du sein triple négatif, lumino-B et HER2 enrichis en particulier, mais également de nombreux travaux, y compris de ceux de mon institution et du docteur Fabien Réal, montrent que c'est un facteur prédictif de réponse à la chimiothérapie que c'est la présence de ces lymphocytes intratumoraux. En plus, c'est très simple à quantifier sous le microscope. Nous avons des recommandations internationales qui donnent des guidelines, et pour séparer les tumeurs, en particulier pour le sein, en 3 classes
Moins de 10% de TILS, ça ce sont les faibles infiltrations lymphocytaires, entre 10 et 40 et plus de 40%. Donc ça c'est quelque chose que c'est un paramètre que les pathologistes donnent facilement. Maintenant, on s'aide évidemment du moléculaire. J'ai parlé des signatures transcriptomiques pour le cancer du sein. Il y a d'autres types tumoraux comme le mélanome uvéal, où là, les profils pangénomiques, encore une fois, permettent de classer en 3 groupes de risques les patients. Et la présence de perte du chromosome 3 et de gain du bras long du chromosome 8 permettent d'identifier qu'il s'agit bien de classes pronostiques différentes. La mise en évidence de mutations de gènes GNAQ ou GNA11, en cas de métastase, par exemple, hépatique, si on se pose la question, est-ce que c'est un mélanome cutané ou est-ce que c'est un mélanome de l'UV, eh bien, si on a encore un doute, la présence de ces mutations va signer l'origine choroïdienne du mélanome. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est celui des mutations du gène pôle E. Cette polymérase a été récemment identifiée comme étant un gène muté dans les travaux du TCGA. Là, si je résume très brièvement l'histoire d'une femme de 36 ans qui présente des dysménorrhées et des douleurs pelviennes avec une masse hétérogène endoutérine de 90 mm, elle est biopsiée. Sur le curetage, on voit un adénocarcinome endométrial de grade 3, RO-, RP-, HER2-, et P53 non exprimé. Voici sa pièce chirurgicale avec cette volumineuse masse qui occupe absolument toute la cavité endométriale. Morphologiquement, il y a des aspects extrêmement hétérogènes, mais toujours de très haut grade nucléaire, très indifférenciés ou avec des aspects d'architecture papillaire. Et bien cette tumeur, que nous avions montré à un expert qui restait au diagnostic d'endométriose peu différenciée de grade 3, il se trouve que c'était au moment de la description de ces anomalies moléculaires et que le conjoint de la patiente, qui est en fait un de nos confrères, nous a demandé d'aller chercher la mutation du gène pôle E. Et il s'est avéré que la tumeur est revenue positive avec une mutation de pôle E. Or, ces tumeurs extrêmement agressives morphologiquement sont associées à un très bon pronostic. Et là, vous avez les courbes de survie des adénocarcinomes endométriaux de grade 3, pôle E muté, avec une survie à 15 ans, et qui est exceptionnellement bonne, à tel point que les gynécologues s'appliquent à réserver d'autres prises en charge thérapeutiques pour ces patientes. Donc là, c'est un outil précieux que la mise en évidence de ces mutations. La dernière partie de l'exposé concernera l'extraordinaire apport de la mise en évidence de cibles de traitement. En scénologie, on a été les pionniers avec la mise en évidence des récepteurs aux oestrogènes dans les tumeurs par l'immunohistochimie. Et l'histoire d'HER2, qui a été la très belle histoire de la thérapie ciblée anti-HER2 avec le trastuzumab, d'abord dans le sein puis dans l'estomac, avec la mise en évidence de la surexpression en lien avec une amplification, a été vraiment extraordinairement enthousiasmante. Le cancer bronchique à petites cellules, là aussi, ça a été l'explosion d'une entité en X entités en fonction des anomalies moléculaires. Et là, on ne peut plus prendre en charge un cancer du poumon, sans avoir d'analyse moléculaire. Et donc voici un algorithme proposé par Nicolas Girard pour nous guider là, dans notre institut du thorax du Curie-Montsouris sur le schéma diagnostique et les étapes auxquelles nous devons avoir affaire, soit à des paramètres immunohistochimiques, soit à des altérations moléculaires pour une prise en charge adéquate des patientes. Et ce que je soulignerais d'intéressant, c'est que les oncologues thoraciques, évidemment, lorsque leurs patients sont déjà connus et qu'on les fait rebiopsier et qu'on savait qu'ils avaient une altération moléculaire, et bien là, ça va changer le panel d'anomalies moléculaires qui vont être analysées. La liste est longue des marqueurs théranostiques. HER2, c'était d'abord l'amplification, puis maintenant on sait qu'on peut identifier des mutations d'HER2 et qui peuvent être aussi des cibles de traitement d'inhibiteurs tyrosine kinase. Donc il est vraisemblable que la liste ne cesse de s'allonger. Et donc, pour prendre en charge correctement nos patients, ce ne sont plus seulement des RCP, mais ce sont vraiment des RCP moléculaires pour prendre en charge les patients métastatiques, j'ai envie de dire. Ça reste quand même raisonnable d'envisager ces RCP moléculaires. Autour de la table siègent les pathologistes, les généticiens, les bioinformaticiens, les radiologues, bien sûr, les oncologues au sens large du terme, c'est-à-dire toutes les spécialités de l'oncologie, qu'elles soient médicales, radiothérapeutes ou chirurgiens.
Et c'est vrai qu'on espère toujours pouvoir trouver, à identifier des cibles. Nous, sur notre expérience à Curie, sur 765 patients qui ont été présentés en RCP moléculaire, seuls 63 patients ont pu être inclus dans des essais avec une thérapie ciblée. Voilà, donc en fait, c'est véritablement, je pense, un arsenal d'outils qui nous aide à progresser dans la caractérisation des cibles de traitement de nos patients. Voilà. Un mot pour vous redire que pour que les biologistes moléculaires analysent correctement et identifient correctement les altérations moléculaires, il faut que le matériel qu'ils analysent soit riche en cellules tumorales. Donc on ne peut pas se passer d'une caractérisation de la cellularité tumorale sur les échantillons, qu'ils soient congelés ou fixés et inclus en paraffine. Voilà. Donc en fait, ça va être de nouveau, et c'est ce qui explique un peu ce tempo un peu lent avec le bloc de paraffine, la coupe, le cerclage, la cellularité tumorale et les extractions. Et puis pour nous autres qui avons fait médecine il y a un petit moment, c'est rigolo de penser qu'on peut extraire de l'ARN des blocs fixés et inclus en paraffine. Donc en fait, j'insiste vraiment pour dire que cette prise en charge, elle est multi-étape et multiple. Et enfin, je finirai par reparler un peu de ce dont nous avons parlé ce matin, c'est que à ces outils vient nous se rajouter une approche diagnostique grâce à la numérisation des lames, et que les scanners de lames, si tant est que nous ayons les moyens d'acheter des scanners, les capacités de stockage des images, permettent d'élargir et d'ouvrir la spécialité que j'exerce, et qui est une spécialité qui était plutôt derrière le microscope. On va probablement de plus en plus pouvoir communiquer et transmettre pour faire appel aux experts. Et à part les photos que l'on peut faire avec un microscope et couplé à un appareil photo, le scanner à haut débit nous donne une lame entière qui pèse très lourd, 1 gigaoctet, qui nécessite qu'on s'harmonise sur le format d'ICOM, mais il est clair que l'immunohistochimie, qui était jusqu'à maintenant à 1 marqueur immunohistochimique par coupe, maintenant on peut aller à 2, 3, 6 marqueurs par coupe qui sont analysés grâce à un scanner et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple que je trouve joli au niveau couleur, mais avec marquage des cellules tumorales en lidant la cytokératine, des CD3 et des CD8, avec l'explosion des immunothérapies, les marquages immunohistochimiques multicouleurs prennent toute leur place, d'autant plus que les prélèvements que vous nous confiez sont de petite taille. Et sur les biopsies bronchiques, sur les biopsies digestives de petite taille, on va être très heureux de pouvoir étudier de nombreux marqueurs sur une seule coupe. Voilà, et je terminerai pour dire que c'est véritablement un enrichissement à chaque étape pour toujours aller au plus près de l'intégration depuis l'anatomie jusqu'aux analyses moléculaires. Et enfin, l'objectif vraiment étant de la prise en charge optimisée de nos patientes. La pathologie, elle est de plus en plus contrainte par des contraintes organisationnelles. Le transfert des compétences nous aide éventuellement en transférant certaines compétences aux équipes techniques. Nous informatisons nos outils de travail, que ce soit les systèmes de gestion de laboratoire, pour la traçabilité des processus, les rangements des blocs, etc. On l'a évoqué ce matin avec le professeur Fléjou, l'accréditation et la norme ISO 1589, les pathologistes sont tenus de s'y engager volontairement. Et puis la numérisation de nos lames rend réellement la pathologie accessible sur Facebook et Twitter. Il y a des groupes de pathologistes américains qui véritablement passent leur temps à mettre des cas en ligne. Donc notre formation médicale continue, elle est réellement facilitée par ces outils de transmission du savoir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très brillant panorama de la pathologie. Est-ce qu'il y a des questions? Ça soulève beaucoup de ce changement radical de l'approche. Je crois que on pourrait dire que l'anatomopathologie reste le chef d'orchestre. Vous êtes obligé de gérer la pièce jusqu'à l'événement moléculaire. Et ça, je crois que c'est très très nouveau. Et c'est très bien. Vous aviez, Martin, une question? Oui, moi je voudrais insister sur, on l'a évoqué ce matin, on voit que c'est plus l'anatomopathologie d'il y a 30 ou 40 ans où on faisait juste une coloration. Maintenant, il y a une technique incroyable
de génétique, de profil génomique, etc. Et ça demande du temps au médecin. Et c'est vrai que les anapathes, il y en a beaucoup. Et quand on voit le profil dans les effectifs des DES par rapport aux autres spécialités, on voit qu'il y a une proportion qui est vraiment très faible. Et je pense qu'il y a quand même... Et on fait de plus en plus de biopsies parce que maintenant on a un diagnostic tellement précis avant l'intervention qu'il est aidé par des biopsies multiples. Moi je vois pour la prostate, on fait des fois 20 biopsies. Donc ça fait 20 fois plus de travail que ce qu'on avait il y a 30 ans où on faisait au doigt une biopsie sur un ovule. Donc vraiment, comment vous allez vous en sortir? Alors, bon, je vous remercie de le souligner. C'est vrai que la pathologie moléculaire, elle est beaucoup faite par mes collègues généticiens, mais qui eux aussi sont en grande difficulté parce que, comme vous le savez, l'irruption de la génétique constitutionnelle indispensable à la prise en charge adéquate des patients atteints de cancer. Alors là, pour la prostate, ça ne fait que commencer. Les BRCA2 et la prise en charge de BRCA2 et des prédispositions héréditaires via BRCA2, entre autres, compliquent la tâche. Mais je crois que les pouvoirs publics, et en particulier la ministre que nous avons actuellement, est particulièrement consciente de ce souci. Mais il est réel que la délégation et le transfert de compétences, quand elles sont possibles sur certains aspects aux techniciens, il va falloir qu'on s'appuie dessus. Mais ensuite, les techniques de numérisation et d'intelligence artificielle, peut-être qu'elles viendront nous aider dans une certaine mesure. Il y a certains jeunes pathologistes qui pensent que nous deviendrons comme les biologistes, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui est indispensable, c'est la prise en charge des pièces opératoires et cet examen anatomique des pièces. Jamais personne ne le fera à notre place. Et nous en sommes heureux, et c'est main dans la main avec vous, chirurgiens, qu'on peut le faire. Et donc c'est vrai que ce matin, on avait abordé le problème des regroupements de structures d'anapath, et mon collègue, professeur Fuchs, qui vient d'arriver, sait qu'on a eu de nombreux débats, et je pense qu'on est heureux que les pathologistes restent proches de leurs chirurgiens. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un examen anatomique facilité de ce fait dans les centres hospitaliers. Pour la médecine privée, ça... Bon, là, c'est un autre choix d'exercice, mais dans les centres hospitaliers, on a cette chance-là. Donc, l'anatomie nous prend déjà pas mal de temps, parce que la réception des pièces, la cartographie des lésions de façon à rendre le diagnostic le plus performant possible, ça relève sur la cartographie des prélèvements, en fait, qui vont être adéquates. Une macroscopie ratée au départ ne sera plus rattrapable. Si la pièce opératoire de thoracotomie partielle qui nous est confiée est bousillée par quelqu'un qui ne sait pas y faire, bah c'est fichu, on ne peut pas y retourner. Donc là, il y a un temps non compressible. Ensuite, toutes les analyses qui peuvent être automatisées, elles doivent être encouragées, pour cette raison-là également. Mais voilà, après, l'intégration dans l'histoire clinique de la maladie, la signification intelligente de la mise en évidence d'une anomalie moléculaire, s'il n'y a pas un médecin pour reconstituer le puzzle, c'est voué à l'échec. Oui, Lobel de Rennes, merci beaucoup parce que c'était passionnant évidemment. Alors moi j'aurais deux questions pratiques à vous poser. La première, c'est quelle est la discrepancy, enfin la différence qu'on pourrait voir, malgré toutes ces techniques très raffinées, entre dans un panel de pathologistes? Est-ce qu'il y a réellement maintenant des interprétations qui peuvent être différentes? Et puis, la deuxième chose, c'est très important de savoir s'il s'agissait d'une lésion secondaire. J'aurais aimé savoir aussi, devant une lésion assez peu différenciée, si vous pouvez toujours ou dans quelle proportion la rapporter à la tumeur primaire. Et la dernière chose, c'est combien de temps il vous faut pour appliquer toutes ces techniques et donner un résultat. Parce que, et là, c'est la dimension sociale du problème, c'est extrêmement difficile et douloureux d'attendre les résultats quand le patient vous demande avec impatience de quoi ça retourne et que vous ne pouvez pas leur donner le résultat. Difficile pour le chirurgien, mais c'est surtout difficile dans l'attente pour le patient. Merci.
Alors, j'essaie de répondre, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tout. La première question, c'est peut-être la variabilité intra- et interobservateur. Oui, mais alors ça voilà. La question est vaste, finalement. Si la question est les signatures moléculaires, je vous ai dit que dans le cas très précis de la définition du pronostic des cancers du sein, si on compare 5 signatures entre elles, il n'y a que 39% de concordance pour la même classe de risque pour une patiente. Donc, les anomalies, enfin les classifications moléculaires n'améliorent pas forcément le côté reproductibilité. Les pathologistes, ensuite, pour les cancers du sein, par exemple, on sait qu'on est moins bon en reproductibilité interobservateur pour les lésions de bas grade, dans les cancers in situ de bas grade. La reproductibilité interobservateur, elle est largement trop faible, autour de 50 ou 60, 0,6 de kappa. Bon, maintenant, l'exercice spécialisé, l'entraînement, le fait que les pathologistes soient absolument tous des anciens internes des hôpitaux, qui fassent des assistanats, qui s'entraînent, qui fassent des EPU, qui améliorent considérablement la reproductibilité interobservateur. Mais je vous retournerai la question, quelle est la reproductibilité entre des cliniciens dans l'examen d'une hépatomégalie ou pas? Finalement, après, vous vous êtes aidé des échographies, des anomalies... Donc la reproductibilité du diagnostic interobservateur au sens large du terme, j'ose espérer qu'elle est excellente, mais elle est toujours perfectible. Donc ce sera ma seule réponse, et je pense que le meilleur garant, c'est la formation continue de mes collègues pathologistes et de la communauté en général. Ensuite, et puis après, moi, je rajouterais juste que le bon anapathe, c'est celui qui connaît ses limites et qui sait quand il doit poser la question aux collègues d'à côté. Parce que ça, l'anapathe qui pense qu'il sait tout, ça c'est très suspect. En tout cas, ensuite, le temps que prennent les techniques dont je vous ai parlé, alors, pour aller jusqu'à l'analyse d'un exome, c'est ce qui est fait pour les tumeurs pédiatriques entre Gustave Roussy et l'Institut Curie. Il y a les essais MAPIACT et Mikado qui sont réellement en cours. Il leur faut 6 semaines pour donner une analyse entre la biopsie et le whole genome sequencing ou le whole exome sequencing. Mais ça reste des tumeurs pédiatriques métastatiques, donc c'est très peu, et c'est des situations où il faut par tous les moyens. Après, par exemple, pour les cancers du poumon, on s'est donné comme ligne de conduite d'essayer d'avoir toutes les informations dans les 15 jours, avoir PDL1, ALK, toutes les mutations nécessaires de GFR pour la prise en charge des patients. Mais après, comme on vient de le souligner, il y a des établissements où il n'y a pas assez d'anapathes et on recrute des chirurgiens, mais les directions oublient de recruter des anapathes. Donc nous, notre métier, il est physique, comme vous, et ce qu'il y a, c'est que vous avez un patient en même temps sur la table d'opération. Nous, dans notre bureau, quelquefois, on a 50 patients en même temps. Alors on les prend les uns après les autres. Et je comprends bien que ce temps d'attente est douloureux. Je l'ai malheureusement moi-même expérimenté, soit pour moi que soit pour des proches. On sait bien que c'est une angoisse folle de se dire, mais bon, ok. Voilà, mais la rapidité peut quelquefois nuire à la qualité. Bon, mais après, il faut viser à améliorer. Et un délai de réponse des pièces opératoires, dans mon établissement, c'est 15 jours maxi, avec des variations, évidemment. Une tumeur très compliquée, elle peut prendre 2 mois à être diagnostiquée, mais encore une fois, il vaudra mieux savoir exactement de quoi on parle, plutôt que de errer vers d'autres diagnostics. Bon, mais je pense qu'un délai raisonnable, c'est 15 jours, 3 semaines pour des prises en charge de chirurgie complexe. Les chirurgies des sarcomes, il va nous falloir au moins, déjà la fixation, le temps de fixation, puis ensuite, je pense qu'on répond à bon valo dans les 21 jours. Surtout qu'on fait pas de biopsie. Et on ne fait pas de biopsie. Et dans quelle proportion vous pouvez rattacher une... Ah, ça je ne saurais pas dire les chiffres. La seule chose à laquelle je puisse vous répondre, c'est voilà, dans combien de pourcentage de cas, ce n'étaient pas des tumeurs malignes ou ce n'étaient pas des tumeurs secondaires, comme attendu, mais une autre tumeur maligne. Je n'ai pas la réponse à cette question. Et je vous prie de m'en excuser, mais je ne le sais pas. On essaye autant que possible de trouver l'énigme, enfin, la réponse à l'énigme. Et peut-être, alors j'ai une réflexion à propos de ce que vous avez dit sur... Oui, dans le micro. Une réflexion à propos de ce que vous avez dit à propos du recrutement des pathologistes, parce que recruter des pathologistes de bonne qualité dans les CHU n'est plus aujourd'hui aussi évident que ça fut par le passé, car on a le sentiment qu'ils préfèrent aller dans les secteurs privés. Donc, est-ce que vous avez
une idée sur ce sujet. J'ai tristement une idée. Avant que tu répondes, Oui. je voudrais te dire, tu es ce soir convoqué par Madame Buzyn. Et comment, puisque tu parles du 21e siècle, finalement, est-ce que très rapidement, on va passer à le débat du jour, tu vois un peu l'anapath de demain? Est-ce que tu crois qu'il faut des plateformes comme en génomique? Est-ce que justement, parce que moi, ce qu'on a vu, nous, notamment pour répondre à cette question, il n'y a plus d'anapathes en libéral seuls, ils sont à 7, 5, 7, 10 dans les laboratoires. Donc, ils travaillent comme ils essayent de travailler, mis à part qu'ils n'ont pas les possibilités moléculaires. Mais donc, comment tu vois un peu l'anapath de demain, aussi bien au niveau du recrutement? Est-ce qu'il faudra faire, je ne sais pas où vous en êtes, moi, du DES d'anapath? Est-ce que vous avez... Alors, c'est 5 ans de formation, oui, avec un passage obligatoire. Passage en moléculaire, Ah oui, avec un passage obligatoire par un stage en moléculaire. Donc, il est clair que là, les pathologistes de la nouvelle génération, pour eux, c'est inconcevable de ne pas apprendre la pathologie, y compris moléculaire. Donc, ça fait partie de la maquette de l'internat. Après, d'avoir un DES de génétique fusionné avec le DES d'anapath, pourquoi pas, mais en même temps, ce n'est pas la même discipline, puisque j'insiste sur le côté extraordinairement médical, on ne peut pas interpréter nos lésions sans accès à l'histoire clinique et l'interaction avec les personnes qui prennent en charge les patients. Donc en fait, le recrutement est redoutablement compliqué, d'autant plus que alors à Paris, c'est un cran compliqué en plus, puisque pour qu'un jeune couple s'installe à Paris, c'est pas c'est une évidence pour tout le monde, ça coûte très cher. Donc les bons anapathes, il y en a de plus en plus en province. Et d'ailleurs, je crois que les majors de l'internat, enfin de l'ECN, choisissent, je crois, Bordeaux et Nantes comme première ville actuellement. Donc, tous les paris, on risque à terme d'avoir des gens qui ont été moins bien classés à l'internat. Il n'y a plus le prestige, et bon, c'est probablement une bonne chose, j'en sais rien, bref, en tout cas, là, il y a un problème. Quand on est dans les hôpitaux à Paris, moi, les jeunes que j'ai qui sont assistants, pour s'installer et s'établir avec leur conjoint, pour acheter un appartement, ils vont s'acheter une maison en province, ils seront bien plus heureux là-bas. Alors, on reste attractif dans certains centres, on a la chance, dans les établissements comme ceux dans lesquels certains d'entre nous travaillent, comme les ESPIC au sens large ou les centres de lutte contre le cancer, on reste attractif. Pourquoi? Parce qu'on a des moyens justement pour travailler, des qualités d'équipement, un accès aux technologies moléculaires qui rendent la discipline très intéressante. Donc on recrute encore, mais c'est vraiment un véritable sujet et qu'il faut, à mon avis, ne pas cacher sous le tapis. Et il faut voilà. Alors ensuite, la formation d'un bon morphologiste, ça prend au moins 10 ans. L'expérience, puisqu'on enregistre en mémoire visuelle des situations cliniques et des images. Donc en fait, il n'y a que la pratique. Et les heures de microscope, ça ne se remplace pas. Et ça, c'est génial, parce que plus on vieillit, meilleur on est en pathologie, en théorie. Donc ça, c'est bien, déjà, on est content de vieillir. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas faire l'économie d'une formation, mais le DES d'anapath, dans son parcours, incorpore complètement la biologie moléculaire. Merci. Raj, une dernière question, puis après on va continuer avec nos collègues. Avec plaisir. Lui, il a de la chance, il y en a très peu des cancers du cœur. Voilà. Non, c'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je vous avais dit pour vocabulaire utilisé en pathologie. Je vous en supplie, faites de sorte que dans les laboratoires, on parle la même chose. Et pour les gens qui ont un livre et interpréter les comptes rendus d'anapathe, ça devient quelque chose de plus facile. Mais deuxièmement, j'étais ébloui par tous les problèmes que vous avez fait. Et la question que je voulais poser, il faut combien de temps pour que ça ruisselle de première cordée jusqu'en bas de cordée? Alors, la France a eu la chance de ses plans cancer successifs et puis de l'organisation des plateformes de biologie moléculaire. On est quand même... Les Américains nous regardaient avec envie, avec ces 17 plateformes de pathologie moléculaire accessibles partout sur le territoire. Alors en ce moment, il y a une espèce de flou artistique autour de l'initiative France Médecine Génomique, parce qu'en attendant que ça s'organise, eh bien, les progrès technologiques se poursuivent et les plateformes de séquençage, les machines pour séquencer le génome, se miniaturisent. Donc là, je ne fais que rapporter les propos de Dominique Stopalionnet, avec qui j'ai le bonheur de travailler, qui dit « Oh là là, mais ça ressemble exactement à l'histoire de la PCR ». Avant, la PCR, c'était des énormes machines, au tout début de la PCR, des énormes machines dans quelques rares centres. Mais on ne peut pas imaginer une seconde qu'on ne réservait cette technique qu'aux happy few qui avaient accès aux machines. Donc le séquençage parallèle massif,
c'est en train de devenir la même chose. Au départ, c'était le séquençage du génome entier, ça a pris des années et des efforts et des quantités d'équipes de recherche. Et puis maintenant, il va y avoir des petites paillasses, des petites plateformes de paillasses qui vont permettre d'avoir accès. Déjà, c'est le cas pour les mutations ponctuelles. Donc, il y a des pathologistes du privé qui s'équipent. C'est accessible en périphérique. Pour avoir le whole exome ou le whole génome, dont l'utilité reste à définir, eh bien là, c'est soit France Médecine Génomique, soit les progrès technologiques vont rendre ça accessible. En fait, on est toujours très fasciné par les grands progrès technologiques, mais après, il faut en voir à quoi ça nous sert. Mais pour arriver jusqu'au clinicien. Ah ben là, alors, en cancéro, c'est déjà arrivé. Et vraiment, et alors, les hématos sont toujours en avance devant nous. Les hématos, je les trouve toujours absolument éblouissants. Pour eux, faire le panorama d'un myélome ou le panorama d'une leucémie lymphoïde chronique, c'est toujours avec toutes les altérations moléculaires qui vont bien derrière. Enfin, pour eux, c'est évident. Donc en fait, c'est l'éducation de la communauté médicale dans son ensemble en cancérologie qui fait qu'on s'approprie les termes. Et alors après, pour le langage commun, je vous suis très reconnaissante de souligner ce point. Je pense que la notation standardisée et l'abandon du vocabulaire littéraire de nos descriptions tumorales augmenterait une certaine standardisation. Néanmoins, Google, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance textuelle, et donc frustrer les pathologistes de la description de signes qu'ils observent avec un langage imagé est peut-être une erreur, dans la mesure où les ordinateurs vont être capables de reconnaître et de repérer les mots originaux qu'on aura introduits dans nos comptes rendus. Et parmi 30 000 cancers du sein, moi j'ai un dada, c'est les noyaux clivés. Bon, pourquoi? Parce que je fais par ailleurs de l'hématopathologie, donc les centrocytes à noyaux clivés, ça me parle. Bah, je vous assure qu'il y a des cancers du sein à noyaux clivés. Tout le monde s'en moque, hein. On n'en connaît absolument pas la signification. Il y a que moi, un Luberlu, qui a été dire dans mes comptes rendus noyaux clivés. Bon, peut-être que dans 10 ans, on se dira, mais bon sang, c'est bien sûr, c'était utile. Probablement pas, hein. Mais voilà, donc, je ne suis pas certaine que cette standardisation, la présentation doit être claire, le TNL doit être donné, les items, et surtout, il faut que vous et nous parlions la même langue. Et encore une fois, la proximité entre chirurgien et pathologiste, la participation à des RCP fait qu'on parle la même langue. Les collègues qui se connaissent depuis 20 ans, ils savent, tiens là, elle est inquiète, la NAPAT, elle a dit ça, et hop, on s'appelle et on partage l'inquiétude. La médecine, c'est de personnaliser, c'est prendre en charge nos patients uniques. Je crois qu'on va conclure là-dessus parce qu'elle illustre bien tout ce qui est écrit depuis quelques années. La numérisation ne remplacera jamais la personnalisation de la médecine, et la personnalisation commence par une relation entre les hommes, parce que c'est ça de personnaliser. Et d'autre part, c'est l'évolution de l'analogique au numérique, pour qu'on devienne, et je te regarde dans les yeux, je te dis, si tu relis les possibilités d'envahissement dans les textes littéraires de Madame Contessot, où elle dit il y a quelques lymphocytes sous la membrane basale qui pourraient faire penser que c'était quand même, si tu veux, et ça c'est dur à numériser. Mais ça vaut, puisqu'on voit qu'en fait vous avez dans la numérisation des zéros, et c'est bon là, c'est bien pour ça que moi je pense qu'on peut féliciter Anne parce que c'est vraiment